pas déraper. Bruno Retailleau est notre invité ce matin. Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat. Merci d'être avec nous en studio. Et d'ailleurs, à partir de lundi, j'espère que tous les responsables politiques comme vous viendront en studio parce qu'une interview politique, ça se réalise mieux lorsqu'on est en face à face qu'à distance. Bien. Est-ce que les conditions d'une réussite du déconfinement sont réunies, Bruno Retailleau ? Moi, je voudrais l'espérer, je pense, et je l'ai dit d'ailleurs au Premier ministre en face de lui, au Sénat, je pense que bien sûr qu'il faut se déconfiner. Parce qu'aujourd'hui, les effets du confinement sont supérieurs à ses bénéfices. C'est trop long, ce confinement ? C'est très long, et c'est bien sûr l'économie, et c'est aussi le sanitaire. Vous savez qu'il y a eu un effondrement des consultations chez le médecin, notamment le médecin généraliste. Le problème, c'est que je trouve que le gouvernement a très mal préparé le déconfinement. Pourquoi ? Parce qu'il a une stratégie, et ça fait 1 mois et demi que je le dis. C'est pas de ce matin. Il a eu une stratégie de mise sous cloche de la France, c'est-à-dire une stratégie totalement défensive avec le confinement. Et il aurait fallu simplement avoir cette stratégie. Qu'auriez-vous fait ? Eh bien, j'aurais fait ce qu'il s'apprête à faire maintenant. En disant voilà, il faut des masques, beaucoup plus de masques et les porter. Il faut dépister, tester pour tracer les contacts et ensuite les isoler. C'est pas qu'une question, par exemple, de disponibilité, de moyens. Regardez les hôtels. Partout en France, vous aviez des milliers d'hôtels. Ils étaient vides. On aurait pu les transformer en résidences thérapeutiques pour isoler les malades ou ceux qui n'étaient pas susceptibles d'aller à l'hôpital. Encore faut-il les tester, les malades. Mais faut les tester, mais bien sûr. Mais même, on avait des tests. Encore faut-il avoir des tests. Mais on en avait dans mon département. J'ai 2 laboratoires publics, j'ai 2 laboratoires privés. Oui. Eh bien, on les a pas utilisés à fond de leur capacité. Bien. Alors, le déconfinement, vous espérez qu'il va être réussi. Franchement, est-ce que vous espérez qu'il va être réussi ? Vous qui êtes dans l'opposition. Ah non, il faut que, franchement. Non, vous dépassez les querelles politiciennes. Mais oui, mais écoutez, au Sénat, je vais vous dire, pour l'instant, on a voté 4 textes. 4 textes, il y en a un en première lecture, là, qu'on vient de voter avant-hier. J'ai voté tous les textes du gouvernement, même quand j'avais des choses à redire, parce que j'ai considéré qu'il fallait aussi être solidaire et donner les moyens au gouvernement de protéger les Français. Alors, même s'il y a des choses à redire parfois. J'ai lu beaucoup de vos déclarations pour préparer cet entretien. Vous savez que je travaille. Vous avez fustigé sans cesse l'État jacobin. Oui. Mais moi, j'ai une question très claire à vous poser. Pourquoi est-ce que le président de l'Association des maires de France, qui s'appelle François Baroin, qui est membre des Républicains comme vous, se tait-il ? Pourquoi est-ce qu'il se tait ? Ah ben ça, c'est pas à moi de... Non mais d'accord, mais... Attendez, moi c'est Bruno... S'il y a un porte-parole... S'il y a un porte-parole des maires, c'est bien lui. Jean-Jacques Bourdin. Oui. Juste après l'émission, je vais vous donner le numéro de téléphone de François Baroin. Je l'ai. Alors, vous allez l'appeler, mais vous allez l'inviter. Mais 10 fois on l'a invité, il ne répond pas. François Baroin, je l'ai entendu. Bon. Simplement, moi, pourquoi je suis contre l'État jacobin ? Parce que j'ai vu l'État jacobin incapable de commander des masques. Et j'ai vu des collectivités, vous savez que c'est nous au Sénat, qui avons déverrouillé le système, qui avons permis aux collectivités d'avoir l'autorisation pour importer des masques. Oui, et j'ai vu des grandes surfaces aussi se débrouiller très bien pour importer des masques. Moi aussi, je l'ai vu. Je l'ai vu. Oui. Eh ben oui, mais l'État était infoutu. Vous le regrettez ? Non, je préfère qu'il y ait des masques plutôt que pas de masques du tout. Bon. Et malheureusement, les collectivités ont pu importer des masques. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont au terrain, je dialoguais hier très longuement avec le maire de Cannes. Oui. Il fait un boulot extraordinaire. On voit bien que les maires, ça va être les clés de la réussite pour le déconfinement. Donc, c'est pour ça qu'on voudrait les entendre. Confiance. Oui. Bon, d'accord. Bruno Retailleau, on vous fait confiance. Les maires, vous dites les clés de la réussite. Les clés pour les écoles. Et notamment, évidemment, les écoles primaires. Et le périscolaire. Oui, et le périscolaire, les cantines et tout. Etc. J'ai vu, une initiative très intéressante au Mans. Le maire, qui est socialiste, que vous connaissez, Stéphane Le Foll, offre la cantine gratuite à tous les enfants de sa ville. C'est bien. C'est très bien. Tous les maires pourraient essayer de faire ça. C'est pas évident, parce que ça coûte cher. Non, mais Le Mans, c'est pas une petite commune rurale. Il n'y a pas les mêmes moyens. Il n'y a pas les mêmes moyens. On est bien d'accord. Bon, les écoles, est-ce qu'il fallait toutes les rouvres. Est-ce que vous étiez favorable à un report de la rentrée en septembre, franchement ? Non, je dois dire que je pense, moi, qu'on aurait pu mieux différencier. Il va y avoir des départements verts. Moi, dans l'ouest de la France, c'est vert. Très franchement, on doit prendre des précautions, mais on doit pouvoir ouvrir les écoles. Je le dis carrément, je suis solidaire de ce point de vue-là, de la décision qui a été prise. Bon, alors après, on aurait peut-être pu commencer plutôt par les plus grands que par les plus petits. La France est singularisée en Europe avec un seul autre pays, mais tous les autres pays ont plutôt commencé... Danemark, je crois, qui a fait comme nous. Absolument, je vois que vous travaillez, alors que les autres pays ont commencé plutôt par les grands. Mais c'est vrai que dans des départements qui sont au rouge, je voyais en Île-de-France, il y a beaucoup de maires qui sont totalement tétanisés, parce qu'ils ne veulent pas apporter une contribution, alors que des enfants
l'enfant pourrait être... Vous savez qu'il y a la fameuse maladie de Kawasaki. Oui, je ne sais pas ce qu'il en est exactement. 18 cas. Il y a 18 cas, exactement. 18 cas en Ile-de-France. Exactement, mais il peut y avoir des cas de contamination. Peut-être que l'enfant n'exprime pas les symptômes, mais peut-être qu'il peut être très contagieux et contaminer des adultes. Donc moi je pense qu'il faut essayer de reprendre, mais avec des règles qui sont claires. Bien, elles ne sont pas claires. Non, parce que, attendez, l'État jacobin, vous savez ce qu'il a fait? Il a envoyé au maire un protocole sanitaire pour ouvrir le parapluie, parce que l'administration parisienne a voulu se défausser de ses responsabilités. Un protocole qui, dans un premier temps, faisait 63 pages. Dans un deuxième temps, 54 pages. Dans un premier temps, on demandait des produits désinfectants. Dans un deuxième temps, on leur demandait des produits virucides pour tuer le virus. Les maires ont été totalement tétanisés. Totalement tétanisés. Ils se sont dit, attendez, l'État est en train, comme souvent, nous qui sommes les fantassins de la République, on nous transforme en bonne à tout faire de la République. On va être obligé d'appliquer des choses qui, dans des écoles rurales, sont pas applicables. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur la responsabilité des chefs d'entreprise, des maires. C'est très intéressant, parce qu'il y a débat, hein, il y a débat. Mais je voudrais continuer sur l'ouverture. Je suis prêt à le mener, ce débat. Oui, mais je sais. Je continue sur l'ouverture, les plages. Est-ce qu'il faut les plages, les cafés, les restaurants? Est-ce qu'il faut, comme le gouvernement l'a décidé, attendre encore la fin mai avant de prendre une décision, ou est-ce qu'il faut ouvrir tout de suite? Moi, je pense que je critique l'État jacobin. Je pense que la règle, et de ce point de vue-là, le plan déconfinement a un point qui est important, c'est la progressivité, mais la territorialisation. Je pense qu'il faut qu'il y ait une confiance. Mais c'est ce qui existe. Non. Parce que les départements, les plages sont fermées partout. Verts, rouges. Ce que je voudrais que... Donc il faut rouvrir les plages dans les départements verts. Il faut qu'avec le maire et le préfet, il y ait des règles établies. Quand le maire et le préfet disent, OK, on va pouvoir tenir bon, on va surveiller la plage, il n'y aura pas de serviettes, ça sera une plage active. Vous êtes favorable? Pourquoi si pas? Si les conditions sont réunies, vous êtes favorable à une réouverture des plages tout de suite dès le 11 mai? Peut-être pas le 11 mai, mais en tout cas dans le courant mai. Écoutez, vous allez rouvrir des tout petits parcs à Paris. Vous allez rouvrir dans des zones rouges des parcs. Très bien. On a des plages, nous, en Vendée, mais aussi dans tout l'Ouest et ailleurs, qui sont... 250 km de plage en Vendée. Par exemple, vous avez bien travaillé. Oui, c'est mon boulot. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez bien 4 millions de visiteurs par an. Voilà. Donc, il faudra que ça soit surveillé. Mais si on respecte, justement, s'il y a des surveillants de plage, s'il y a un certain nombre de critères, notamment de distanciation sociale, bien sûr qu'on doit pouvoir rouvrir, pas dans n'importe quelle condition, les plages. Voilà. Parce que ce sont des espaces publics aussi. Et il faut savoir que chez nous, sur le littoral, c'est un peu l'équivalent des parcs publics. Il y a un seul point, effectivement, il ne faut pas que ça provoque un afflux, par exemple, des Parisiens ou des gens de grandes villes. C'est le risque. C'est le risque. Donc il faut faire très attention, mais vous savez qu'il va y avoir... Contrôler. Il y a un contrôle. Le Premier ministre, j'imagine, va commencer à en parler. Jean Castex, que nous avons reçu hier. Que vous connaissez bien, qui est de votre famille politique. Voilà, moi je ne connais pas bien, mais je pense que c'est quelqu'un... Il l'est toujours. Il l'est toujours. On me dit on dit beaucoup de bien de lui. Je ne sais pas pourquoi. Moi je connais pas. Parce qu'il travaillerait pour le gouvernement, que ça deviendrait quelqu'un qui serait pas bien. Non, je crois qu'il a des qualités foncières. Il y a les règles des 100 km. Ça fait partie des choses qu'il faut respecter. Bien. Les masques, les transports en commun. Masques obligatoires, normal, dans les transports en commun, partout. Partout, vous êtes favorable. Partout. Là, évidemment, dans les rues piétonnes, Éric Ciotti dans les gares. nous dit il faut rendre obligatoire le port du masque sur la voie publique. Vous êtes d'accord ou pas? Mais je suis d'accord. Alors, on peut très bien définir des périmètres parce que le masque. Lui, il veut rendre obligatoire le port du masque partout sur la voie publique. Eh bien, il a raison. Sur la voie publique, bien sûr. 135 € l'amende si on ne porte pas le masque. Oui, alors j'ai pas les tarifs. Il y a un premier tarif de 38 €. Mais attendez, il nous dit 1 500 € en cas de récidive. Non, attendez, porter le masque. Ce que je veux dire, Jean-Jacques Bourdin, c'est qu'on doit passer d'un confinement au déconfinement. Mais on doit passer d'un confinement collectif, ce que moi je propose, un confinement individuel. Le masque, c'est le confinement individuel. Moi, j'avais appelé notre ambassadeur à Séoul, en Corée, au tout début du confinement. Et à l'époque, on me disait, vous savez, les scientifiques, c'est pas sûr que le masque protège. Le masque fait oublier les mesures barrières. Et je lui avais dit, mais monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce qui se passe en Corée? Il me dit, non, le fait de porter le masque rappelle à celui qui le porte qu'on est dans une situation particulière et rappelle à ceux qui voient l'autre porter le masque qu'il faut une distance sociale. Et vous vous rendez compte qu'on a des scientifiques en France qui se sont dit que peut-être que le masque ne protège pas. Ces scientifiques-là, ce sont des diafoirus, comme du temps de Molière.
Voilà. Oui, mais est-ce que vous savez pourquoi Heureusement que les Français ont du bon sens. Non, mais il faut quand même savoir pourquoi on porte le masque aussi dans les grandes villes chinoises, à cause de la pollution. Non, mais bien C'est sûr. pas une question de virus. Mais bien sûr, Non, mais si ça protège de la pollution, parce Bon. qu'il y a des particules, etc. Ça Oui. protège, le masque Oui, protège c'est celui qui le porte. Et moi, je le dis. Et le gouvernement, en Alors, réalité, puisque s'est vous- caché. Puisque vous me parlez de la Corée du Sud, ils ont mis en place un système de tracking que nous n'accepterions pas en France. Vous l'accepteriez, vous, ce système de Non, c'est tracking pas ce que j'ai proposé. J'avais Hein même envoyé. Non, je vous dis ça parce qu'on cite la Corée du Sud à tout bout de champ. Regardez, c'est formidable, la Corée du Sud a cassé le virus. Oui, d'accord, mais au prix de libertés individuelles un peu bafouées, non? Non, ça n'a rien à voir avec le contrôle social. Ça n'a rien à voir avec le contrôle social. Ce que je veux vous dire, c'est que la Corée du Sud, il y a un réflexe numérique. C'est un des tout premiers pays numériques, vous savez, Oui, qui sont champions du je monde, sais. par exemple, du paiement dématérialisé. Je sais. Donc c'est une culture. Et dans ces temps de crise, chaque peuple retrouve ses réflexes. Les Chinois vers le contrôle social, la Corée, les Coréens vers la technologie, les Anglais vers l'arène et les Français vers l'État central duquel on attend tout. Voilà ce qui se passe. Oui, on attend tout. C'est vrai qu'il faut décentraliser, donc. Mais bien Absolument. sûr, C'est bien absolument sûr. Non, mais les indispensable. maires font un boulot Comme en Allemagne. extraordinaire. Comme en Allemagne. L'Allemagne, c'est une fédéralisation. Eh oui, et mais moi, c'est pour ça. c'est mon côté républicain. Je suis Ah, pour une république faudrait une savoir, et alors. indivisible. Eh bien, je m'exprime. Je pense que l'État doit donner un certain Oui. nombre de règles, mais que ces règles doivent être différenciées au niveau des territoires. Parce qu'on va avoir des départements qui sont rouges, il faudra être plus sévère, des départements qui sont verts, et là, l'économie va pouvoir repartir plus facilement. Vous savez, c'est une question de bon Alors, sens. pour isoler. Puis moi, j'étais président de département, j'étais président de région. Je sais, Donc je voilà. sais. Mais pour isoler, il va bien falloir tracer, Bruno Retailleau. Évidemment. Bon. Donc Mais j'ai vous êtes- soutenu, vous voyez, moi j'ai soutenu le gouvernement lundi dans la nuit, de lundi à mardi. J'ai soutenu le ministre parce qu'il était un peu attaqué sur ces histoires de traçage. Moi, ce que je reproche au gouvernement, quand je disais que le Oui. gouvernement n'a eu qu'une stratégie de la cloche, c'est-à-dire Oui. défensive, je pense qu'on n'a pas cassé les reins de l'épidémie. Pour casser les reins de l'épidémie, il faut casser la chaîne de contamination. Et on casse la chaîne de contamination En traçant. testant et en traçant Mais les oui. contacts. Parce qu'il y a en plus beaucoup de gens qui sont contaminants, mais qui n'ont pas présenté les symptômes. Ils sont asymptomatiques. Et c'est Bien. pour ça qu'en France, les résultats sont pas bons. Hier soir encore, 900 admissions à l'hôpital, c'est pas Même bon. si ça baisse Les réa, la réa. régulièrement, en réanimation. Le Oui. confinement aura Oui. au moins réussi un objectif, c'est de désengorger les services de réanimation grâce à l'héroïsme des personnels soignants et grâce au civisme des Français. Bien, alors maintenant, Bruno Retailleau, parlons d'économie. Est-ce que sur le terrain économique, le gouvernement a bien agi depuis le début? Globalement, oui. Globalement, oui. Je trouve que la réponse économique Est meilleure que la réponse oui. sanitaire. Oui, absolument. Je n'hésite pas à le dire. Ils ont mis le paquet. Il fallait sauver notre appareil de production. Il fallait pas qu'il y ait des entreprises qui sont saines en temps habituel et bien fassent faillite. Parce qu'à ce moment-là, cette perte de croissance conjoncturelle due au virus se serait transformée en perte de croissance perpétuelle. Voilà. Il fallait sauver les entreprises françaises. Parce qu'on met, vous savez, on met des dizaines d'années à construire une entreprise. Et en 2 mois, vous mettez en l'air justement une construction d'une vie. Est-ce que vous avez lu la note de l'Institut Montaigne? Bien sûr. Qui fait du bruit, beaucoup Bien de sûr, bruit. bien Et sûr. que propose Il y a de bonnes l'Institut choses. Montaigne? Je résume. Il y a de bonnes Souhaite choses. une augmentation du temps de travail. Vous Oui. aussi? Oui. J'ai proposé 37 heures, ouais. payer 37. J'ai même proposé un 13e mois pour le SMIC. Ça fait du bruit, hein? On peut l'obtenir. Oui, mais Ça a été très contesté. Ce que je veux hein. dire, Oui, je veux dire aux Bruno Français, Retailleau. Oui. une fois pour toutes, on a vendu un mensonge aux Français. On leur a dit avec les 37 heures, vous allez travailler moins, vous allez garder Avec les 35 heures. les 35 heures, vous Oui. allez, avec les 35 heures, vous Oui. allez travailler moins et vous allez garder une qualité de service public et vous allez améliorer votre pouvoir d'achat, votre niveau de vie. C'est faux, ça, c'est faux. Et quand on traverse une épreuve, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait un sursaut. Mais ce que je propose, moi, c'est que se travailler plus permette de gagner mieux. C'est tout. C'est le chemin de la prospérité. C'est le chemin de la prospérité. Sinon, c'est le chemin de l'appauvrissement. Bien. Voilà. Un jour férié en moins. Hein, c'est ce que propose l'Institut Montaigne, jeudi de l'Ascension. Une semaine de vacances scolaires en moins, les vacances d'automne. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'ai pas fait ce genre de proposition. Non, mais où je suis d'accord, et c'est ce que je dis, même si ça doit me coûter des points de popularité, parce que je pense que la politique, c'est pas la popularité, c'est la vérité. Et aujourd'hui, ce que je reproche au gouvernement, c'est de ne pas avoir été vrai dans beaucoup de ses déclarations. Je pense, et je le dis aux Français, si demain, on veut avoir un hôpital, une santé de meilleure qualité,
santé, il va falloir être capable dépenser de mettre plus. Dépenser non, plus. non, parce que regardez, la France, on est champion du monde. Oui, c'est ce que veut Monsieur Hulot, par exemple, et beaucoup d'autres, Monsieur Berger aussi, je le sais. Ils veulent toujours dépenser plus. Sauf que en France, on est champion du monde de la dépense publique. Et c'est pas pour autant que nos soignants sont bien payés. C'est pas pour autant que notre hôpital, regardez l'Allemagne. Mais François Fillon voulait dépenser beaucoup moins. Heureusement qu'il n'est pas venu au pouvoir, non non, mais c'est pas ça. Regardez, je vais vous prendre un seul exemple. Pourquoi est-ce que l'Allemagne, on a pratiquement à 11,3, 11,4 de PIB, de richesse, c'est ce qu'on dépense pour la santé. Eh bien, en Allemagne, voilà, ils ont 8 lits par 1000 habitants, 8 lits d'hôpital. Ils ont des infirmières qui sont payées 20% de plus que les nôtres. On a bien vu qu'ils se défendaient beaucoup mieux pour le virus. Il y a beaucoup moins de morts en Allemagne. Donc on voit bien que tout n'est pas une question de moyens. Il faut organiser les choses. Et en France, vous avez 33% du personnel hospitalier, ce sont des administratifs. Au Danemark, vous citiez le Danemark, 20%. Donc on a une lourdeur bureaucratique. C'est la lourdeur bureaucratique qui a empêché l'État en France d'agir de façon agile. Bien, Bruno Retailleau, je voudrais revenir, je l'avais promis, sur ce débat autour de la responsabilité du chef d'entreprise et de la responsabilité de l'élu. Bien, les entreprises ont la responsabilité légale de la santé et de la sécurité de leurs salariés. Évidemment. Ça, c'est logique. Évidemment. C'est complètement logique. Pas question de les déresponsabiliser, on est bien d'accord. Évidemment. Bon. Et les élus, les maires, ont aussi une responsabilité très forte. Absolument. Par exemple, dans les écoles, avec les chefs d'établissement scolaires. Et les directeurs d'école aussi. Les directeurs d'école. Est-ce qu'il faut atténuer leurs responsabilités? Non, ce qu'on a voulu faire, c'est ils seront toujours responsables. Ils auront toujours, par exemple, une responsabilité pour une faute intentionnelle, une responsabilité délibérée. Quand ils ne respectent pas, par exemple, une prescription, une règle que leur donne le règlement ou la loi, eh bien, s'ils ne la respectent pas, ils seront responsables. Ce qu'on a simplement voulu faire au Sénat, c'est que les maires, les directeurs d'école, les chefs d'entreprise, les présidents d'associations qui vont avoir à appliquer des consignes que leur donne l'État ne soient pas demain traduits en justice pour le seul fait d'avoir appliqué ce consigne parce qu'il y a un appliquer les règles de l'État. Les règles de l'État, parce que eux, ce sont des exécutants. Ils sont des exécutants, c'est pas les décideurs. On peut poursuivre en justice l'État, mais pas ceux qui appliquent les règles. Mais non, bien sûr, s'ils n'ont pas fait de faute intentionnelle, s'ils n'ont pas méconnu le règlement, la loi, évidemment que non. Ce qu'on a voulu dire aux maires, aux chefs d'entreprise, aux directeurs d'école, eh bien, on pose un cadre clair. Vous êtes des exécutants et vous n'êtes pas les décideurs. Et moi, c'est ce qui m'a ulcéré quand j'ai vu hier l'amendement que la commission des lois à l'Assemblée nationale avait voté. Là, du coup, on exonère les ministres et le gouvernement. On les exonère. Eh ben non, nous, on n'a pas voulu faire ça. Ce qu'on veut faire, c'est de dire le déconfinement, c'est essentiel. On a besoin de confiance. On dit aux maires, aux chefs d'entreprise, attention, vous devez la sécurité, bien évidemment, mais c'est pas parce que vous appliquerez ce que l'État vient de décider à votre place que demain, si jamais il y a un enfant qui est contaminé, vous serez traduit en justice. Il faut que ça soit clair. Ce sont des chevilles ouvrières. Donc si un enfant est contaminé, on peut traduire en justice un ministre, mais pas le maire. Non, je ne sais pas si ça sera le ministre. Je dis ça comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un climat de confiance. Ce que je veux dire, c'est que le rebond pour la France, c'est pas seulement des questions de milliards et de milliards d'euros. Il faut créer la confiance. La confiance, ce sont des règles claires. Et l'esprit de responsabilité. Et l'esprit de responsabilité, c'est pour ça qu'on n'a pas du tout exonéré ni les maires, ni les chefs d'entreprise, ni les directeurs d'école des responsabilités premières, voilà, qu'ils ont de toute façon et qu'ils doivent respecter, évidemment. Mais on avait pris soin au Sénat. C'est Philippe Bas qui l'a fait, croyez-moi, il est fin juriste, d'exclure justement tous celles et ceux qui ont cette responsabilité au regard de la santé publique, donc par exemple les membres du gouvernement. Ce que n'a pas fait l'Assemblée nationale. C'est extrêmement grave. C'est un parapluie législatif qu'ils ont voté hier après-midi. Bien, Bruno Retailleau, j'ai deux questions. Réponse brève, si vous pouvez. État d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 24 juillet. Non, jusqu'au 10 juillet. Pour l'instant, 10 juillet, vous avez modifié. Vous avez modifié. Absolument. Enfin, l'Assemblée va y revenir et ça sera le 24. Hein. Bon, à moins que... Non, on peut avoir un accord. Et le Conseil constitutionnel, saisi? Bien sûr. Oui, pourquoi? Parce que... Il sera saisi aussitôt que la loi. La loi sera sans doute votée samedi, peut-être vendredi ou samedi. Gérard Larcher saisira immédiatement, c'est une de ses prérogatives, le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a l'article 6 qui crée un système d'information avec des données qui ne seront pas anonymes, qui sont des données de santé.
Voilà, il y aura peut-être Jean-Jacques Bourdin, est-ce qu'il a un statut virologique positif ou négatif? Ça sera nommément. Nous, on a mis beaucoup de garanties parce qu'on ne joue pas avec cela. Et il faut que le Conseil constitutionnel se prononce. C'est trop grave. On peut bien entendu restreindre des libertés parce qu'il faut lutter contre une pandémie. C'est ça l'état d'urgence sanitaire. Il y a eu beaucoup de liberté. La liberté d'aller et venir avec le confinement a été fortement réduite. Mais je crois que là aussi, il faut faire attention. Le Sénat a trouvé, je crois, un juste équilibre. Je crains que l'Assemblée nationale revienne un peu là-dessus, mais le Conseil constitutionnel nous dira le droit. Bien, et dernière chose, mes réponses très courtes, commission d'enquête sur la crise sanitaire? Absolument, nous l'avons voté dans son principe, unanimement, tous les groupes du Sénat, et nous la mettrons en place au mois de juin. Pas pour régler des comptes, Oui. pas pour essayer d'attraire en justice. Non, je pense que justement, moi, je suis plutôt que pour que la décision politique ça fasse emporte avancer une les choses. responsabilité politique. Et voilà, il y a des choses, il y a des faiblesses, il y a peut-être des choses qui ont été bien faites, il faudra le reconnaître. Je l'ai dit, par exemple, pour la réponse économique à la crise. En revanche, la France n'était pas préparée. Et on a une culture du risque zéro. Vous savez, c'est moi qui avais fait le rapport à l'époque de Xintia. On a célébré malheureusement le 10e anniversaire de Xintia. Il y avait eu dans une seule commune, la Faute-sur-Mer, en Vendée, 29 morts. Et je pense que le travail qu'on avait fait au Sénat, notamment, avait été utile. Ce travail, il faut le faire parce que les risques, aujourd'hui, se multiplient, risques sanitaires, climatiques, etc. C'est le travail de fond que le Sénat veut mener. Merci Bruno Retailleau. Merci Merci d'être venu nous voir ce matin à 8h54. Vous êtes sur RMC et BFM TV.